Bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez, l'invité de Tout est politique cette semaine, Ramayad, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France, vice-président du Parti radical, vice-présidente, et ancienne secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Ramayad, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a déclaré que le caractère antisémite sur ce qui était avéré dans ce qui s'est passé, dans la terrible agression qui a eu lieu à Créteil il y a quelques jours. Ramayad, la France est-elle antisémite ? Écoutez, il y a des actes antisémites graves et celui-ci en est un. Cela inquiète fortement la communauté juive, évidemment, parce que cela vient à la suite d'autres faits très marquants. L'affaire Mera à Toulouse, mais également le meurtre du jeune Halimi. Mais au-delà de ces faits marquants, il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas la même médiatisation et qui sont plus qu'on le croit. Le syndrome. Écoutez, moi je ne suis pas statisticienne, il faut faire confiance à ceux qui font les statistiques, mais au-delà des statistiques, en tant que politique, on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que la violence... que la communauté juive est inquiète, mais vous, en tant que politique, est-ce que vous êtes inquiète ? Bah oui, je suis inquiète parce que, au fond, tous on est citoyens français et c'est la République qui est en cause. Et quand un acte d'agression, de meurtre est motivé par des considérations raciales, des préjugés, parce que les témoignages qui ont été entendus sont quand même d'un autre temps, eh bien, à ce moment-là... Et toujours de notre temps, malheureusement. Et c'est assez incroyable. À ce moment-là, nous, hommes et femmes politiques, nous devons réagir et réagir fermement. Ça suppose la répression, il faut une sanction. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui qu'en l'absence de perspective de paix entre Israéliens et Palestiniens, il n'y a pas des risques davantage prononcé d'affrontements communautaires, comme on en a connu un tout petit peu en juillet dernier. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive davantage, avec exacerbation du racisme, de la haine En fait, la France est le pays qui abrite la plus importante communauté musulmane d'Europe et la plus importante communauté juive d'Europe. Ça nous donne un statut particulier, un rôle particulier, une responsabilité particulière. Et donc les tensions ici sont beaucoup plus exacerbées qu'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle la France doit avoir, sur cette question du conflit israélo-palestinien, une position très équilibrée. J'ai été choquée, il y a quelques mois, effectivement, par ce qu'on a entendu dans les rues de Paris, où on a vu une connexion se faire entre certains militants politiques extrémistes et puis des mouvements qui se revendiquaient de l'islamisme. Et même un drapeau du Hezbollah dans une des manifestations. Exactement. Et cette situation s'explique par cette question démographique. Mais je vois surtout qu'au fond, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on ne va pas exporter le conflit israélo-palestinien sur le territoire français. J'ai plutôt le sentiment que c'est l'inverse, c'est-à-dire que nous exportons nos tensions dans ce conflit. Nos tensions identitaires, notre malaise identitaire, notre difficulté à être encore une nation française. Vous disiez tout à l'heure, à l'instant, qu'il fallait peut-être punir donc, cet antisémitisme grandissant, mais comment ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? La sanction pénale. Oui, mais les policiers font bien leur travail, les juges font leur travail, donc est-ce que ça ne se joue pas à un autre niveau que la sanction ? Oui, mais la sanction est indispensable, vous ne pouvez pas, bien sanctionner. Sûr, évidemment, donc on il faut est sanctionner. Mais comment éviter pour en arriver là, justement ? Alors, il y a des considérations à la fois internes liées à l'absence de perspective de certaines jeunesses, au problème d'emploi classique, d'insécurité dans certains endroits de France. Mais les préjugés antisémites, c'est pas lié forcément à la misère sociale. Ça peut être lié à des raisons, à plein de choses. Mais il y a aussi le conflit israélo-palestinien qui, effectivement, cristallise certaines tensions et fait l'objet d'exploitation. Et puis, vous avez les préjugés, comme vous en avez toujours eu, à l'égard de toute communauté. Et la communauté juive n'y échappe pas. Et est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, Mme Vallaud Belkacem, ne devrait pas peut-être, dans le domaine de l'éducation, prôner dans les écoles l'enseignement de la tolérance mutuelle entre les musulmans, les juifs? Est-ce que ça se fait vraiment sur le terrain, dans les banlieues difficiles aussi? Je suis membre du conseil d'administration du projet Aladdin, qui essaie justement de rapprocher ces deux cultures pour voir ce qu'il y a de commun, est-ce qu'il y a des choses en commun, et permettre un vivre ensemble meilleur. Donc ce travail de pédagogie est fait, et pas toujours dans des conditions simples, parce que vous savez très bien que des enseignants en France témoignent de la difficulté. Ils ne peuvent plus enseigner la Shoah dans certaines classes. Exactement, donc ce qui montre bien qu'il faut remettre toujours l'ouvrage sur le métier. Corbeil est difficile, Corbeil par exemple.
par exemple. Il faut donc remettre toujours l'ouvrage sur le métier, continuer ce travail de pédagogie, de connaissance mutuelle, d'appliquer la sanction. Et donc c'est le deuxième volet. Et puis le troisième volet, c'est évidemment le conflit israélo-palestinien qu'on ne doit pas instrumentaliser sur le territoire français via des groupuscules, voire même via des partis politiques français. À quel parti vous pensez ? C'est un parti d'extrême gauche qui se retrouve dans des manifestations dans lesquelles on retrouve ces mouvements-là. Est-ce que vous ne pensez pas que le Parti socialiste a commis une erreur en voulant procéder à ce vote pour une reconnaissance unilatérale de la Palestine ? Est-ce que ce n'est pas quelque part une façon de s'ingérer dans les affaires israéliennes, sachant pertinemment qu'Israël n'a jamais cédé aux pressions? D'abord, ce n'est pas le rôle du Parlement de s'immiscer dans le domaine réservé de la politique étrangère française. Ensuite, cette résolution, du coup, n'a absolument aucune valeur contraignante. Vous auriez voté quoi? Moi, je pense que je me serais abstenue. Parce que la situation démographique dont je faisais mention tout à l'heure oblige la France à avoir une position d'équilibre. Et cette position d'équilibre suppose de ne pas donner le sentiment... Démographique, la population juive, c'est 1% de la population française, c'est pas non plus... Oh, mais en Europe, c'est la population la plus importante. La communauté musulmane est aussi la plus importante. 600 000. Donc, voilà, à partir de là... 600 000 juifs et 6 millions de musulmans. On a un rôle particulier, on ne peut pas faire n'importe comment les choses. Et on doit pouvoir préserver une position équilibrée. Israël a droit à sa sécurité, et j'allais dire, un truc de base, à sa légitimité d'existence, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Bon. Donc il faut le rappeler. Et il est évident que le Hamas cache des armes au milieu des civils et que... et ce n'est pas le bon interlocuteur pour négocier la paix avec Israël. Écoutez, concernant Gaza, il y a une élection, la démocratie a parlé. C'est plus M. Abbas l'interlocuteur. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, et puis en même temps, la Palestine... les États palestiniens, les territoires palestiniens, on ne peut pas ne pas être insensible au sort des civils qui meurent lorsque la tension militaire atteint son comble. Et donc, de ce fait, la France a l'obligation d'avoir une position équilibrée. Et on ne peut pas comme ça... Et là, ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui. Ce n'a pas été le cas avec le vote de cette résolution. Ce n'était pas le rôle du Parlement. Mais la position n'est pas équilibrée. De mettre pression, de faire... Non, parce que ce n'est pas le rôle du Parlement. C'est une manière. On a le sentiment que c'est une manière de faire pression sur les. C'est la majorité socialiste. En plus, c'est ça. C'est une manière de faire pression sur leur propre gouvernement, qui est aussi le nôtre, quoi qu'on en pense. Et ce n'est pas comme ça que doit fonctionner la politique étrangère de la France. Parce que de l'extérieur, que doivent dire les étrangers qui nous regardent? Mais quelle est la position de la France? Mais vous pensez que François Hollande aurait dû clarifier tout ça, prendre le dessus mais c'est lui en plus qui a le point final. C'est pas le Parlement. C'est sa chasse gardée, la politique étrangère. Exactement, c'est un domaine réservé. Donc, cela nuit profondément à son autorité. Cela prouve qu'il n'en a plus vraiment d'autorité et de crédit auprès de ses propres parlementaires, parce qu'autrement, ceux-ci auraient respecté les institutions de la Ve République qui veulent que dans la politique étrangère, c'est le président de la République qui a la main. Vous êtes en train de nous dire que c'est la chienlit. Je suis en train de dire que la ligne politique du gouvernement français est tout sauf claire depuis le vote de cette résolution. Mais ils ont peut-être aussi suivi d'autres pays européens qui, eux aussi, ont voté la résolution. La Suède, l'Espagne, l'Angleterre. On n'a pas vocation à être suivistes et puis ils n'ont pas les mêmes types d'institutions que nous. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir un État palestinien. C'est l'horizon auquel tout le monde aspire dans des conditions de négociation. Voilà, dans des conditions de négociation claires avec une sécurité pour Israël. Donc on n'est pas... Enfin, moi, au contraire. Mais simplement... Cette résolution n'a aucune valeur contraignante. Elle s'est faite contre le gouvernement, dans la même majorité, et cela affaiblit l'autorité de la parole de la France, la voix de la France dans ce conflit. On en a parlé dans la première partie de notre émission, mais il y a quand même une question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le gouvernement aujourd'hui essaye de faire de la récupération au niveau de la politique étrangère? Alors, il y a un clientélisme peut-être vis-à-vis de la population musulmane de France et par rapport aux Palestiniens. Et puis quand on entend François Hollande ou M. Fabius qui sont en train de dire il faut que ça soit réglé dans 2 ans, il faut qu'on fasse une conférence internationale de paix sur le Moyen-Orient, on a l'impression qu'on est en train de se réfugier en politique étrangère où là le bilan n'est pas trop mauvais alors que tout va mal à l'intérieur. Écoutez, la politique étrangère a toujours été un domaine dans lequel l'exécutif peut puiser des motifs pour créer une unité nationale autour de son action. Parce que les institutions offrent cette possibilité-là. Néanmoins, il faut se garder de toute instrumentalisation. On n'instrumentalise pas la politique étrangère
qui est une chose grave, importante, lourde, surtout dans ce monde très instable et très insécurisé, pour des raisons de popularité interne. Ce serait une grave erreur. Donc j'espère que François Hollande, qui sur certains dossiers a su faire les choses de manière intelligente. Vous pensez à quel dossier? Notamment sur le Mali, l'intervention au Mali, ne doit pas gâcher le cours de son action internationale par une instrumentalisation. Mais ça, je pense qu'il l'a compris. Et que s'il ne l'avait pas compris, il y a quand même dans nos institutions des garde-fous qui permettent d'éviter ce genre d'instrumentalisation. Alors, on va passer à la politique française, plus précisément. On en parlait avec Michaël Darmon lors de la première partie de l'émission. Nicolas Sarkozy, qui a gagné la bataille de la présidence de l'UMP. Vous, qui le connaissez bien, vous avez été une de ses ministres. Est-ce que vous pensez déjà qu'il a changé, Nicolas Sarkozy? Non, absolument pas. Il est exactement le même. C'est-à-dire? C'est-à-dire tel qu'on le connaît au niveau du tempérament, énergique, volontaire, mais aussi avec son franc-parler et ses excès. Mais enfin, il a tiré les leçons de ses erreurs passées. Sur le plan politique? Oui. Ça, je ne sais pas, parce que je n'ai pas assez... Est-ce qu'il a fait une bonne campagne, là? Vous, selon vous, est-ce qu'il a fait une bonne campagne? Non, je trouvais que c'est pour ça que je n'étais pas du tout d'accord avec les commentaires qui avaient été faits au soir de son élection. Les chaînes d'information nous expliquant que tout ça est une défaite pour lui. Non, c'est un bon score, c'est un très bon score. Il a gagné, il a gagné, il a 64,5. C'est pas triomphal. Non, c'est pas triomphal, ça c'est sûr. sûr. Heureusement, parce que d'abord, j'ose espérer que l'UMP n'est pas le Front National où on gagne à 100% parce qu'il n'y a qu'un seul candidat. D'ailleurs, lui-même l'a dit. Parce que le papa a donné le parti à la fifi avant que ça passe à la nièce. À la petite fille, à la nièce. Donc ça ne marche pas comme ça. Et heureusement, ensuite sa campagne n'était pas très bonne et qu'au fond, faire 64-65%, c'est même miraculeux dans ces conditions. La campagne n'était pas bonne parce qu'on ne voyait pas trop la ligne, ça tâtonnait, on changeait de ligne tous les jours, il n'y avait pas de proposition percutante, on n'a pas eu le sentiment qu'il était vraiment parti. Il est revenu dans l'arène directement, sans cette hauteur qu'a un ancien président de la République. Et donc 65%, c'est plutôt un très bon score. Et d'autant plus, pas si mauvais vu les circonstances. Et en plus, Bruno Le Maire a bénéficié d'une couverture médiatique très très positive, quand même, portée par les médias. Et enfin... il a repris l'appareil politique à ses principaux rivaux. Alors vous, est-ce que vous seriez prête à le rejoindre de nouveau? Moi, je ne suis pas dans le même parti. Oui, aujourd'hui, mais lui, il envisage, lui, il veut rassembler. Donc, est-ce que le principe d'une primaire élargie avec votre parti, avec le centre, est-ce que ça vous semble envisageable? Écoutez, en fait, quand on est dans un parti politique, on a envie d'avoir un candidat à la présidentielle. Et d'ailleurs, les institutions nous contraignent à cela si on veut peser auprès des Français. La question donc est posée, c'est est-ce que nous serons en capacité au sein de l'UDI à avoir un candidat à la présidentielle? Pour l'instant, je ne pense pas. Donc, parce que je ne trouve pas, à moins que d'ici là, cette personne émerge, mais je ne trouve pas qu'il y ait un candidat crédible. Donc vous n'y retournerez pas avec Nicolas Sarkozy, c'est ça que vous nous dites? Non, mais attendez de voir si dans 2 ans, nous avons un candidat à la présidence de la République. Non. Et si on a un candidat à la présidence de la République et que je trouve qu'il est de bonne facture, je le soutiendrai. Et après, dans le jeu des alliances, parce que l'UMP est un partenaire naturel pour nous, dans le jeu des alliances, dans la logique des 2 tours de l'élection, on voit sur quelle ligne politique se rassembler. Mais ne mettons pas la charrue en ligne. Vous qui êtes centriste, là, vous êtes ludique, je sais bien. Mais enfin, il y a quand même le MoDem au milieu de tout ça. Moi, il y a un personnage, en tant qu'observateur, modeste observateur de la politique intérieure, il y a un personnage qui me gêne, moi. C'est son jeu de... Je l'appelle, veuillez m'excuser, le faux cul du Béarn, le traître. On vote Hollande, on essaie de se rapprocher de Juppé, parce qu'on voit bien que si Juppé venait à être élu, il aimerait bien être Premier ministre. C'est M. Bayrou. Est-ce qu'il n'est pas un problème pour le centre aujourd'hui par rapport au rassemblement dont parle Sarkozy avec l'UMP? Non, il n'est pas un problème pour le centre par rapport à ce rassemblement avec l'UMP, il est un problème pour le centre tout court, parce que je pense que François Bayrou est quelqu'un de très grande facture intellectuelle, qu'il a un beau parcours politique, mais je pense, et quand Jean-Louis Borloo avait fait ce rapprochement avec le MoDem, au sein de cette structure qui n'a pas passé l'hiver, qui s'appelle l'Alternative, eh bien, il était indispensable, selon moi, que François Bayrou clarifie sa situation. On ne peut pas être au présidentiel avec François Hollande et aider François Hollande à se faire élire. Oui. Et puis ensuite, 2 ans plus tard, faire alliance avec l'UMP pour soi-même se faire élire. Ça manque de cohérence et de courage. politique. C'est un peu de la lâcheté. Et ce n'est pas le créneau
politique dans lequel il s'est engagé. Donc moi, j'aimerais de la clarté. Est-ce qu'ils sont avec nous ou pas avec nous? Moi, j'aimerais beaucoup que le MoDem soit clairement dans une alliance forte, durable et claire avec l'UDI. De partir sur le MP et tout ça, bien sûr. c'est vraiment avec l'UDI. Et ensuite, vous verrez, une fois réunis, vous verrez s'il y a quelque chose à faire ou pas. Les Français ne comprennent pas. Voilà, les Français ne comprennent pas qu'il y ait ces partis centristes, ces voix centristes différentes, déséquilibrées les unes des autres. Et je pense que François Bayrou a exercé ces dernières années un leadership suffisamment fort et respectable, et moi je fais partie de ceux qui le respectent, pour être à l'initiative d'un tel regroupement. Parce que sinon, là, on le voit avec Juppé tous les jours. Oui, et on se demande ce qu'il en est de nous. Ramayad, est-ce que vous avez envie d'être candidate aux élections régionales? Bien sûr. Oui. Je le souhaite. Et Élodie, est-ce que vous n'êtes pas inquiète de voir le discrédit de la classe politique aujourd'hui? Il y avait un sondage là, 71% des Français pensent que la droite est divisée et 61% la gauche. On se dit au revoir là. Merci beaucoup Ramayad, merci d'avoir été notre invité. Merci Christian Mallard. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique.